Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici sur le plateau de notre webinaire In-House au siège de Randstad en région parisienne. Je suis Marjorie Paillon et j'ai le plaisir d'être avec vous pendant l'heure qui arrive puisqu'on va faire un focus sur l'emploi dans l'industrie de demain. Ici évidemment avec nos invités, Yves Gégaud, bonjour à vous. Bonjour. Olivier Mao, bonjour. Bonjour. Grégoire Chevière-Le Drian, bonjour à vous Grégoire. Et puis évidemment Gaëtan Defresne, on est ici chez vous. On peut dire ça, on est un peu dans notre jardin en effet. Et on va justement avec vous, messieurs, aborder la question de ces emplois qui, en effet, pourraient être boostés par les derniers plans de relance, les relocalisations aussi industrielles, que ce soit à l'échelon national ou européen. Ces emplois qui sont aussi réinventés par de nouveaux métiers qui, là aussi, appellent de nouveaux talents. Et puis, une industrie plus que jamais tournée vers son avenir et qui s'appuie sur la transition numérique pour pouvoir maintenir le cap sans éluder les défis à venir. Ça tombe bien parce que c'est justement l'objet de votre tout dernier livre blanc, Gaëtan, chez Randstad. Ça s'appelle « Les enjeux de l'industrie, 20 visions pour 2030 ». C'est une belle promesse. Oui, alors pour le resituer, ce livre blanc, en fait, juste repréciser qui nous sommes, parce que peut-être que tout le monde ne nous connaît pas. Donc In-House, une filiale du groupe Randstad, notre métier, c'est le travail temporaire. Donc c'est l'intérim, c'est aussi le recrutement, CDD, CDI. Et notre métier à nous, c'est optimiser la gestion de la flexibilité de nos clients. Nos clients sont des entreprises essentiellement dans l'industrie, dans la logistique, qui ont un gros volume de flexibilité, pour faire simple, un minimum d'une cinquantaine d'intérimaires. On a un principe fort, 2 engagements. On va les aider à garantir la production, donc 100% de commandes servies, pour faire simple. Toute personne qu'ils ont demandé sera là, à l'heure et à l'endroit et au jour demandé. Et puis un engagement de réduire le coût de la flexibilité, de les aider à baisser les coûts de production. Et pour ça, une idée toute simple, c'est une équipe dédiée, une agence dédiée. À partir du moment où j'ai une agence dédiée, 100% de son énergie pour un seul client, et à partir du moment où j'ai une agence qui a qu'un seul client, eh bien basons-la chez le client. Et donc nous avons aujourd'hui 280 agences sur site clients. Nos clients, essentiellement des industriels, je l'ai dit tout à l'heure, on est en plein dedans, on est partenaire de l'industrie. Et donc pour nos 20 ans, on aurait rêver d'une grande fête, réunir tous nos clients, parler de l'industrie. Comme tout le monde, on est ravis d'être avec vous, mais en webinar pendant 1 heure. Et merci à nos clients, merci à nos intervenants d'être là aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ce concept inédit de Randstad In-House vous permet aussi d'avoir cette perspective, d'être une vigie finalement, puisque vous êtes embed, si j'ose dire en mauvais franglais, chez vos clients. Donc ce poste d'observation, il est forcément extrêmement intéressant pour pouvoir faire ces 20 propositions, ces 20 visions pour 2030 et comme chacune des bougies sur le gâteau de Randstad. En effet, on est en plein dedans, on est au cœur des usines, de nos clients, confrontés au quotidien à leurs difficultés, et on observe, et j'y reviendrai tout à l'heure, on est dans une situation extrêmement paradoxale entre la situation d'aujourd'hui et puis réfléchir à demain, à la transformation, mais nos invités en parleront bien mieux que moi d'ailleurs. Vous allez aussi très bien en parler en effet dans un instant, puisque c'est le moment de matcher les perspectives de nos invités, du Made in France à l'échelon européen, de l'attractivité des métiers à leur transformation. On va détailler chaque angle avec vous, évidemment, messieurs. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore compris, que vous avez la possibilité d'adresser vos questions et vos réactions à l'ensemble de notre panel. Je me ferai votre porte-parole autant que faire se peut en fin de séquence. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dès maintenant, juste sous cette vidéo ici. Yves Gégaud, vous êtes donc l'initiateur du projet Marque de certification Origine France Garantie. Vous en êtes le président d'honneur même. Et c'est vrai que cette crise sanitaire, elle nous a obligés à nous tourner vers les particularités de la relocalisation industrielle et de la spécificité des valeurs ajoutées de l'industrie française, et pas que de l'industrie d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, le Made in France, c'est un argument de vente, si je puis m'exprimer ainsi, pour l'emploi ? La crise dont on est en train de sortir, j'espère, aurait été un révélateur d'une tendance plus profonde. Il y a eu dans, je dirais, le siècle dernier, une vision capitalistique qui consistait à dire les pays occidentaux vont garder la recherche, les ingénieurs, le design, et puis le reste, ça peut partir loin, et souvent loin, on ne sait pas où, dans des pays low cost. Et au fond, l'industrie s'est délocalisée en masse.
parce que d'abord la mondialisation l'a permis, que le monde est devenu plus petit, que les transports se sont facilités, que les réseaux digitaux ont permis une communication plus forte, et puis que derrière, il y avait des recherches de marge, parce que quand vous fabriquez dans des pays low cost, avec des ouvriers ou des salariés sous-payés par rapport à nos normes à nous, évidemment, les marges s'en ressentent. Ce mouvement a connu, je pense, ses limites il y a une quinzaine d'années, par une vraie prise de conscience d'abord que le rêve pour les industriels d'aller produire pas cher et très loin était peut-être un rêve qui avait été survendu, et que quelquefois les délais de production, le manque de productivité des pays low cost, les délais de transport faisaient qu'au bout du compte on ne s'y retrouvait pas. Et puis la préoccupation environnementale est venue aussi impacter ce sujet. Quand vous savez que 80% des salades qu'on consomme ont fait plus de 2000 km avant de venir entre l'endroit où elles ont été produites et l'endroit où on les consomme, on se dit qu'on est devenu fou et que l'impact carbone de cette mondialisation est un des éléments qui nous met en fragilité pour l'avenir de nos enfants. Donc je pense que cette prise de conscience, elle a pris corps et que la Covid a été un révélateur. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, mais on ne sait plus faire de masques, on ne sait plus faire de gel, on ne sait plus faire de médicaments, on ne sait pas faire de vaccins, on ne sait plus faire de respirateurs, on ne sait plus faire de blouses. Et au fond, on s'est dit, mais c'est très dangereux d'avoir perdu la souveraineté dans un moment où, souvenez-vous, on allait piquer les masques sur les tarmacs des aéroports et où c'était une guerre pour survivre. Donc je pense qu'il y a là effectivement un moment fort pour le Made in France, pour le circuit court, pour le fabriqué local sur ce sujet. Et que c'est sans doute un des leviers du renouveau de l'industrie française. Il faut, au-delà de ça, beaucoup d'autres facteurs pour que ça puisse fonctionner. Mais sans l'opinion publique, sans l'adhésion des consommateurs, parce qu'au fond, on oublie souvent dans l'économie que c'est le consommateur qui est le principal acteur de l'économie, eh bien ça ne marcherait pas. Alors pour répondre à vos questions, oui, je pense que le Made in France est tendance, je pense que le circuit court est tendance, et que ça devrait ouvrir des perspectives économiques de renouveau industriel, si on les marie en plus avec ce que sont les impératifs de l'époque, que ce soit la digitalisation, que ce soit la robotisation, on peut avoir des années fortes en matière de production industrielle, retrouver des marges de manœuvre et avoir d'autres problèmes qui souffrent, comme celui du recrutement. Mais c'est un objet autour de ce plateau, il y a des gens beaucoup plus savants que moi pour en parler sur ces questions-là. Mais oui, la tendance est au Made in France. Et on va revenir justement, notamment tout à l'heure avec Grégoire, entre autres, à la façon dont on peut mailler transition numérique, transition environnementale et donc industrie à l'échelon européen, mais aussi à l'échelon de chaque État membre. Il y a quelque chose de très important aussi que vous avez abordé il y a une question, c'est la question de la souveraineté. Aujourd'hui, très souvent, on parle de souveraineté, qu'elle soit numérique, qu'elle soit industrielle, comme finalement d'une perspective politique. Mais en réalité, c'est surtout un argument business, non ? C'est une nécessité même. Je pense que c'est une perspective très politique, mais pas au sens politicien, au sens de la gestion de la cité. Et que quand vous avez besoin de vaccins et que c'est des autres qui les produisent et que vous êtes dépendant d'eux, vous comprenez ce que c'est que la souveraineté. Être souverain, c'est avoir la capacité de produire soi-même ce dont on a besoin. Moi, je plaide à titre personnel pour une souveraineté européenne sur les grands sujets, considérant qu'à l'échelon de 450 millions d'habitants, avec le premier continent économique du monde, on doit arriver à tout produire chez nous et à ne pas être dépendant des autres grands pays. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être fermé et ne pas commercer. C'est différent. On peut être fier de ce qu'on produit, on peut vouloir commercer, mais sur des choses essentielles, les médicaments, l'alimentation, l'énergie, et on pourrait ajouter comme ça les listes de ce qui est essentiel. Effectivement, la souveraineté est un élément. Et je pense que l'opinion en a pris conscience à l'occasion de la Covid, parce qu'au fond, c'était un discours, c'était un mot politique. Et on se disait, non, pas de problème, quand on a besoin d'acheter quelque chose, c'est là. Eh bien non, c'était plus là parce qu'on ne savait plus faire. Et retrouver les savoir-faire, retrouver les industries de proximité, être capable de faire face aux besoins essentiels d'un pays, je pense que c'est quelque chose qui va revenir comme un boomerang dans le débat et qui porte, si j'ose dire, des choses qui pour moi sont très positives, c'est-à-dire la France des usines, la France des ateliers, pas seulement la France des laboratoires de recherche, des sociétés de services, aussi brillantes soient-elles, mais qui soit la France où on produise. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que produire ? Moi, je pense qu'on cherche depuis l'ancien politique que je suis
a fait partie de ceux qui cherchaient un projet collectif. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qui peut mobiliser un pays du fond des banlieues, au cœur des métropoles, jusqu'au milieu rural le plus traditionnel? Produire en France, ça c'est un projet de société qui mobilise tout le monde, les prestataires, les chercheurs, les ingénieurs, les ouvriers, les salariés de demain, les commerçants qui doivent vendre, qui peut vraiment être un projet tout à fait positif. Et on a oublié que les usines, les ateliers étaient des éléments essentiels de la vie. Ils sont souvent d'ailleurs pas dans les métropoles, les usines et les ateliers, hein. Ils sont éloignés. C'est cette France des gilets jaunes, la France des usines et des ateliers. C'est sans doute par la perte de nos usines et la perte de nos ateliers qu'on a perdu beaucoup de substance. Vous voyez que derrière le débat économique, derrière le débat de souveraineté, de consommation, il y a aussi un débat philosophico-politique extrêmement important et enthousiasmant au fond. Et je pense que je veux remercier Randstad de s'être posé ces questions, d'avoir ouvert à travers son livre-banc ces sujets. Oui, il y a une industrie qui peut revenir, mais qu'est-ce qu'on en fait pour qu'elle soit efficace? Mais aussi, qu'est-ce qu'on en fait pour que ce soit un projet partagé de société et qu'il y ait des hommes et des femmes qui y travaillent et qui soient fiers d'y travailler? Ouais, la France du maillage territorial, on va y revenir. Et puis surtout, la façon dont l'usine peut retrouver tout son glamour. Et oui, c'est tendance, on y revient dans une seconde avec Olivier. Mais avant, je voulais vous poser une dernière question, Yves Gégaud, peut-être sur la durabilité de ces emplois. Parce que créer de l'emploi à l'aune de ces relocalisations, c'est bien, c'est une chose, mais comment les rendre pérennes dans la durée? Est-ce que là aussi, le Made in France, c'est l'argument massue? Je crois d'abord qu'il ne faut pas mentir, qu'on est dans un monde de bouleversement, de changement, et que l'idée qui était celle de nos grands-parents, de nos parents, qui était celle des débuts de l'industrie du 19e, de l'industrie du 20e, où on rentrait dans une activité, dans une entreprise, on avait un savoir-faire, et où 45 ans après, on en sortait après avoir fait toute sa carrière lisse et linéaire dans le même métier, est un monde qui s'est achevé. Et que l'homme, nos enfants, nos petits-enfants devront s'adapter à des modifications, à des changements qui sont des changements permanents, dus notamment aux évolutions technologiques. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier. Mais ça veut dire que l'usine d'aujourd'hui qui produit les produits d'aujourd'hui, si à un moment son modèle s'effondre, il faut qu'elle soit remplacée par l'usine de demain qui produira les produits de demain et qu'au fond, sur les bassins de vie, sur les territoires, il y ait capacité de transformer des entreprises, de leur faire d'autres choses que ce qu'elles faisaient hier. Je visitais récemment une grande entreprise française qui fabrique des meubles, qui est un des grands fabricants de meubles français, 1300 salariés. Le dirigeant, qui est le fils du créateur, me disait « Mon père recrutait des menuisiers, moi je recrute des conducteurs de machines qui fabriquent des meubles. » Parce que on a automatisé, c'est plus exactement le même métier, mais c'est quand même la même usine et ça fait vivre le même territoire. Donc effectivement, les engagements de pérennité, de durabilité, ils ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient ceux d'hier ou d'avant-hier. Mais il faut croire en notre capacité d'innovation, croire en nos ingénieurs, notre talent pour innover, y compris dans des domaines, et mon voisin en parlera sans doute mieux que moi, qui sont les domaines électroniques, qui sont les domaines où on avait le sentiment qu'on avait perdu pied, y compris dans des domaines qu'on croyait perdus comme ceux du textile. Je pense qu'on a une capacité à réensemencer le territoire industriel et à offrir à nos enfants des perspectives. Mais il faudra former en permanence et il faudra être souple, être capable de changer de métier au cours de sa vie. Mais au fond, c'est le meilleur gage qu'on ne s'ennuie pas. Absolument. Et Yves Gégaud, ça vous intéressait parce que Gaëtan, quand on parle de la façon dont on peut générer cette attractivité des métiers, de ces métiers de l'industrie. Quand on parle de recrutement, quand on parle de RH, il y a une notion qui est très importante, surtout dans le timing complexe dans lequel on est, vous allez y revenir, c'est celui de la formation tout au long de la vie. Parce qu'on est dans ce moment un peu étrange où, certes, on pense au recrutement de demain, mais déjà, il y a une pénurie sur les talents d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est un vrai paradoxe pour nous aujourd'hui. Déjà, pour faire un état des lieux, l'économie, elle est bien repartie. L'industrie, elle est très, très bien repartie. Nos clients ont des carnets de commandes qui sont pleins. Alors, on parle beaucoup plus de problèmes de composants que de problèmes de crise Covid au sein de nos clients. Donc, cette histoire de composants est en train de s'améliorer et en gros, on est très positif par rapport à l'activité. La guerre des semi-conducteurs. On est aujourd'hui dans énormément de bassins d'emploi et presque dans toute la France, dans des situations très difficiles pour recruter des compétences. Et on est revenu à un niveau d'activité qui est proche de celui de 2019. Et ce, sur des métiers qui étaient soi-disant pas pénuriques.
Donc aujourd'hui, nous avons, nos clients, ensemble, nous avons plus de difficultés à trouver des candidats que c'était le cas il y a quelques années. Donc oui, la formation. Donc la formation sur le court terme, pour les métiers d'aujourd'hui. Chez Randstad, pour vous donner un ordre d'idée, on a investi l'année dernière 50 millions d'euros en formation pour former 35 000 personnes. Alors c'est parfois de la formation courte, de quelques jours, et parfois c'est de la formation longue, de plusieurs semaines. On a formé plus de 4 000 personnes sur des formations de plusieurs semaines, mais parce que juste, on ne trouve pas les gens là aujourd'hui. Si vous permettez juste un mot, la formation c'est fondateur. Avant la formation, il y a la promotion et la valorisation des métiers. Moi, quand j'étais au lycée, les métiers de cuisinier et de pâtissier, personne ne voulait y aller, ils étaient réputés durs, difficiles. Grâce à la télévision, grâce à des émissions de télévision, ce sont des métiers qui aujourd'hui recrutent beaucoup plus facilement. On a un devoir d'aller montrer les usines, d'aller montrer qu'au fond, quand on est un jeune homme ou une jeune femme et qu'on fabrique des chaussures à côté de Grenoble chez Paraboot, c'est un métier aussi noble et mieux payé que d'être caissier ou caissière dans le supermarché d'à côté. Et pourtant aujourd'hui, dans l'opinion, dans le ressenti, être caissière dans un supermarché ou caissier dans un supermarché, c'est plus valorisant que d'être ouvrier dans une usine de chaussures. Donc on a ce devoir, pas seulement Randstad, je sais que vous y participez, mais la société, de montrer que la production, que produire de ses mains, ce sont des métiers nobles. Et ça, il y a un gros travail à faire de communication et de valorisation. Et je vais filer la métaphore du caissier et de la caissière avec vous, si vous me permettez, Yves, puisque justement, ça fait partie aussi de cette prise de conscience, de se dire que certains emplois d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. Le caissier ou la caissière d'aujourd'hui, je suis désolée de devoir le leur dire encore maintenant, seront vraisemblablement remplacés par du sans contact dans les mois à venir. Il y a beaucoup, notamment d'entreprises du numérique que je connais bien, qui s'y attellent, et vous les connaissez aussi. Ça veut dire quoi concrètement, justement cet exemple, Gaëtan, qu'il faut reglamouriser ces métiers de l'industrie? Alors, M. Gégaud le disait, et moi je suis ravi de ce qui s'est passé. Je dirais que 2018, je situe à ce moment-là, il y a un vrai investissement massif. On commence à avoir l'industrie qui se vend, qui parle d'elle à travers un certain nombre d'associations. Et ça, c'est super. On avait un gros retard par rapport aux Allemands, notamment par rapport à l'image de l'industrie. Et puis, il y a tout ce qu'on peut faire. Et vous avez raison, chacun à notre échelle. Je vais prendre un exemple. On a un client dans l'Ouest qui est une grosse PME. On cherche des soudeurs. On ne trouve plus de soudeurs. Et on se dit ensemble, on va en former. Mais même pour trouver des candidats. Et donc, on s'est dit, on va chercher des jeunes filles. Et vous prenez l'exemple de métier de caissier, de caissière, eh bien, on a eu, dans un groupe de formation de 13 personnes, des jeunes filles qui avaient fait des études de coiffure, qui avaient travaillé comme coiffeuses, et qu'on a formé pendant 12 semaines à ce métier de soudeur, soudeuse. Et elles ont adoré. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a tourné de petites vidéos, des petits témoignages, et après, c'est parti. Donc je crois qu'on doit en effet tous à notre niveau communiquer énormément sur l'industrie, sur ce qu'elle est, sur la façon dont elle va évoluer. Olivier en parle mieux que nous, parce que encore aujourd'hui, je reprends on a un baromètre annuel qui étudie, je dirais, l'attractivité des entreprises, la marque employeur. On se rend compte qu'aujourd'hui, le secteur de l'industrie a un score de 38%, qui est supérieur aux autres secteurs, qui est de 34%. Donc on peut se dire, super. J'allais vous dire 38%, ça me semble bas, mais si c'est mieux, ça fait quand même mieux que les autres secteurs, c'est intéressant. Ça ne s'additionne pas, donc c'est en fait élevé. Et on se rend compte aussi que dans le top 5 des entreprises les plus attractives, on a 2 grosses sociétés industrielles. On se dit super. Mais quand on pose la question après, mais vous êtes prêt à travailler dans l'industrie? Non. Bah non. Donc là, il faut qu'il se passe quelque chose. Et donc oui, il faut communiquer, et à mon avis, il faut communiquer vers les jeunes, mais vers leurs parents. Parce que moi, j'ai des enfants aujourd'hui entre 27 et 21 ans. J'avoue que je ne les ai pas poussés vers l'industrie. Et donc, la mentalité des parents est essentielle pour orienter aussi les enfants. Et ça, c'est tout un travail de communication. Mais encore une fois, vous l'avez dit, il y a quelque chose qui a démarré et c'est extrêmement positif. Oui, c'est essentiel avec, encore une fois, on dit, la formation professionnelle tout au long de la carrière, tout au long de la vie, mais aussi la formation initiale et la revalorisation de l'apprentissage, par exemple. Vous ne forcez pas quelqu'un qui n'a pas envie d'aller travailler dans une usine, d'aller travailler dans une usine, même si vous lui offrez une formation et autres. Parce que quand il va raconter à ses copains, à ses copines ou à sa famille qui travaille dans une usine, il va avoir le sentiment d'être dévalorisé. Et donc, il faut, c'est un travail compliqué, parce que changer les mentalités, c'est toujours beaucoup plus compliqué que de changer les structures ou de changer les politiques publiques. Mais c'est un travail d'une société, et c'est pour ça que je reviens, pardon si j'insiste un peu, mais sur l'idée de dire produire en France, c'est un projet de société, et qui doit mobiliser la société, et qui doit rendre fier celui qui travaille de ses mains.
Et produire des chaussures, pour reprendre mon exemple, c'est quand même plus valorisant que de passer des codes barres devant une machine. Yves Jégo, ou l'envie d'avoir envie, vous êtes Made in France jusqu'au bout, vous reprenez venir à l'idée sur ce plateau. Olivier, justement, on le disait, comment est-ce qu'on remet du glamour d'abord dans l'usine en tant que telle? Alors c'est vrai que ces métiers de l'industrie, ils changent énormément, ils évoluent aussi en fonction des technologies qui sont leur outil premier. On va voir comment l'usine se transforme elle-même pour comprendre comment les métiers, eux aussi, sont en train de changer. D'abord, si on revient à la base, si j'ose dire, back to the basics, l'usine Lean, c'est quoi exactement, Olivier? Alors l'usine Lean, pour moi, c'est le début, c'est le prérequis en fait, pour rendre l'usine attractive, rendre l'usine, que moi j'appelle fun en fait. Et ça, c'est important. Moi, je partage tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Et l'usine Lean, en fait, c'est revenir aux fondamentaux, c'est remettre du collaboratif dans l'usine, c'est libérer la parole en fait. Parce que je pense que la parole, en fait, chacun doit agir pour transformer son usine. Et donc, c'est amener en fait, du changement par la théorie des petits pas. En fait, on fait des petits pas, on met des petits succès, on ramène en fait, les vrais standards en fait, du lean management, donc c'est-à-dire faire simplement, faire efficacement, en fait, rendre le travail simple mais efficace. Et donc, l'usine Lean, c'est tous ces projets-là. Et c'est surtout avoir une approche en fait, du lean, mais souvent on a beaucoup abordé le lean comme quelque chose qui va rendre par l'économie. Moi, l'approche que j'en ai, c'est de mettre les hommes au cœur de ce dispositif, de remettre les hommes au cœur du dispositif industriel, puisque c'est eux qui génèrent la valeur, puisque c'est avec eux en fait, qu'on va transformer. Et c'est d'utiliser les outils à notre disposition en fait, pour rendre leur travail plus simple, plus efficient et plus collaboratif. Donc ça commence par tout simplement en fait, afficher ce qu'on fait, la transparence, pour impliquer tout le monde, donner du sens aussi, et le sens c'est primordial. Et ça c'est la base de l'usine Lean en fait, pour rendre l'usine attractive. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a modernisé finalement en fait, cette étape-là, qu'est-ce qu'elle a vocation? Elle a vocation de moderniser l'usine, de rendre en fait son outil industriel plus agile, plus flexible. Et en fait on fait avec le papier, on fait de façon simple et avec les gens. Et puis une fois qu'on a fait ça, à ce moment-là, en fait, on peut rentrer dans la phase la plus importante qui va rendre nos usines de plus en plus intéressantes, c'est le digital. Parce que moi, je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, en fait, l'arrivée du digital, en fait, c'est ce qui va accélérer le côté attractif de l'usine. Et quand on parle de digital et de transformation digitale, bien souvent, en fait, on ne voit que la partie techno, alors qu'en fait, pour moi, une transformation digitale, c'est deux axes, c'est un changement technologique et humain, et c'est surtout en fait, la techno qui va amener en fait, de la facilité aux gens. Oui, puis c'est surtout un changement de culture. Vous le savez mieux que personne, puisque je rappelle que vous êtes responsable de la transformation digitale chez Somfy. En l'occurrence, cet changement de culture, ça passe aussi par l'intégration d'équipes plus diverses, plus inclusives. Exactement, en fait. C'est-à-dire qu'on revoit complètement la façon de travailler, puisqu'on raisonne par l'usage. Et on se dit, demain, en fait, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que j'aimerais ? Précédemment, avant de prendre en charge la transformation digitale pour la partie opération et supply chain au sein du groupe Somfy, j'étais en charge d'une usine qu'on a labellisée Vitrine Industrie du Futur, sur laquelle en fait, on a mené toute une transformation en fait, et une attractivité. Puisque en fait, on a rendu ce site-là, je dirais entre guillemets fun en fait. Aujourd'hui, lorsqu'on a certains de nos intérimaires qui partent, ils partent en pleurant en fait, tellement qu'ils se sentent bien dans cette usine. D'accord, oui, c'est pas vous qui les faites partir en pleurant. Et certains nous disent, je ne prends pas d'autres missions, dès que vous avez de la place, je reviendrai en fait. D'accord, donc ça, c'est une vraie fierté en fait, d'être arrivé là. Et pourquoi parce que en fait, dans notre approche, on parle dans le digital beaucoup de UX, expérience utilisateur, user experience. Et on s'est dit, c'est quoi l'UX d'un opérateur confronté au digital? Donc on s'est dit, en fait, demain, en fait, on va amener du digital dans l'usine, mais il faut que ce digital-là, en fait, il soit au service de nos salariés, et donc au service de l'entreprise. Et donc on a reimaginé ce parcours avec eux. Donc on les a complètement intégrés dans la réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une réflexion collective de l'opérateur, en passant par le technicien, en passant par l'ingénieur, où ensemble on a redéfini comment demain on voulait travailler. Et donc du coup, on a introduit le digital. Et le digital, en fait, ça a permis de désiloter. Ça a permis surtout en fait, d'introduire de nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'on avait des métiers ou plutôt, on va dire, des machines qui étaient toutes seules dans leur coin. Le digital, ça a permis de les connecter.
Donc en connectant les machines, on connecte aussi les gens. L'information est disponible tout de suite, donc on peut agir plus vite sur le problème. Et surtout, ça a changé le mindset. C'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle où je produis quelque chose bêtement à pourquoi je le produis et comment. Les tâches à non-valeur ajoutée ont été automatisées, ce qui fait que ça donne beaucoup plus de liberté en fait, et de temps pour penser à comment j'améliore mon outil. Et donc finalement, les opérateurs et les opératrices en fait, sont devenus acteurs de l'amélioration de leur propre outil. Et on a amené des doubles compétences, c'est-à-dire que les industrialisateurs deviennent industrialisateurs et informaticiens. Et donc cette double compétence-là est arrivée progressivement, où en fait on a eu des profils qui se sont augmentés. Enfin le digital, en fait, on parle de réalité augmentée, mais on a augmenté d'une certaine manière en fait, les compétences de nos employés avec les arrivées des technologies numériques. Oui, absolument. On va revenir d'ailleurs à ces technologies en particulier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'industrie 4.0, de smart factory. On met du smart un peu partout évidemment et de l'intelligence qui va avec, mais concrètement ça veut dire quoi? On le voit par exemple sur cette partie-là de connexion entre la machine et l'humain qui est derrière, bien évidemment, pour pouvoir la connecter en tant que telle. Ça veut dire que l'industrie 4.0, c'est aussi un moteur pour aller vers de nouveaux emplois, vers de nouveaux métiers, le recrutement de nouveaux talents? Complètement, en fait. Hein, et je dirais que pour moi, l'industrie du futur et l'industrie 4.0, c'est aussi l'ouverture. C'est-à-dire que finalement, en fait, lorsqu'on a transformé notre site pour être vitrine d'industrie du futur, on ne l'a pas fait seul. Et en fait, on parle d'écosystème. Si avant l'usine était tournée sur elle-même, aujourd'hui elle est tournée vers le monde. Et on a fait ça avec un écosystème, hein, donc on est basé à côté d'Annecy. Et en fait, c'est avec un écosystème plus global en fait, qu'on a réalisé ça, avec des entreprises qui sont à Grenoble, avec des startups stéphanoises. Et donc du coup, c'est cet écosystème-là qu'on met en mouvement. Et demain, pour moi, la Smart Factory, hein, qui est l'usine connectée, elle est connectée de son fournisseur jusqu'à son client. Et on a cette traçabilité et cette connectivité globale de A à Z, en fait, en temps réel, quoi. Donc du coup, oui, ça a amené des nouveaux usages, oui, ça a amené des nouveaux mindsets, mais ça a amené aussi des nouveaux métiers. Je parlais du digital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mes équipes, il y a des gens qui ne savaient pas, qui n'avaient pas de compétences informatiques, et aujourd'hui, en fait, on maîtrise autant en fait, l'informatique qu'ils ne maîtrisaient leur propre métier. Et lorsque en fait, on fait du lean, au début, comme je vous disais, l'usine lean, en fait, on met en place les fondamentaux, on simplifie, on remet en place les standards, les modes de fonctionnement. Le digital, on vient juste en fait, numériser l'ensemble de ce standard-là pour le rendre plus réactif. Hein. C'est-à-dire que dans la première phase, vous enlevez les gros cailloux, puis après, quand vous allez attaquer les petits cailloux et le sable, c'est le digital qui vous permet d'attaquer ça. Et puis, en fait, on se rend compte que cette usine-là, elle génère énormément de données. Et moi, je suis intimement convaincu que demain, la gestion des données, savoir utiliser sa data, c'est l'arme absolue pour les entreprises. Et c'est là où on arrive dans la troisième phase, qui est l'usine intelligente, Intelligent Factory, qui est finalement, en fait, j'ai fait du lean, j'ai modernisé, j'ai numérisé. Maintenant, en fait, comment j'exploite mes données. Et là arrivent de nouveaux métiers qui n'existaient pas encore il y a quelques années, qui sont les data scientists, qui, eux, vont nous aider à exploiter ces données-là. On parle même de dire on serait peut-être tous, nous, un peu data scientists au final, parce qu'en fait, il va falloir qu'on exploite ces données-là pour pouvoir les croiser. Certes, déjà exploiter nos propres données en interne, mais les croiser avec de l'externe. Moi, je pense souvent à cette image-là. En fait, on a une activité de moteur pour Store. Je pense que demain, si on arrive à croiser en fait, les données de météo avec nos prévisions, en fait, on pourra aussi affiner encore plus nos modèles. Donc, je pense que demain, l'étape de demain, c'est comment j'utilise ma donnée. Comment je conserve cette agilité. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, en fait, on va changer souvent de métier. Je pense que c'est le cas. On va se réinventer régulièrement, on va être agile. Et on va être polyvalent de plus en plus. Quoi, en fait, voilà. Donc, je pense que c'est tout ça qu'on aura demain à traiter. Et une data à exploiter en conformité avec la régulation, mais ça aussi, on va y revenir dans un instant. Gaëtan, d'abord, quand on entend justement Olivier nous parler, nous faire entrer dans les coulisses de cette usine de demain qui est déjà quand même beaucoup celle d'aujourd'hui, on se dit qu'il y a aussi un enjeu dans notre attractivité des métiers, il y a aussi un enjeu pour aller chercher les talents. Aujourd'hui, ces talents, ils sont mondiaux. Ils sont partout. Les ingénieurs et ingénieurs à recruter, forcément, on veut les meilleurs pour son entreprise. Est-ce qu'il y a aussi une question de purpose, d'utilité sociale, d'utilité environnementale qui est l'argument pour aller chercher les meilleurs d'entre eux et d'entre elles? J'ai envie de dire oui, évidemment.
parce que tous les jeunes, aujourd'hui, ils ont bien raison, recherchent à jouer ce rôle. Mais pour le coup, on a eu, il y a une semaine ou deux, les résultats d'une autre étude. On a une société dans le groupe qui est OSI, qui est un bureau d'études et qui emploie énormément d'ingénieurs. Et ils ont posé la question justement aux jeunes ingénieurs sur ce qu'ils voulaient faire de leur carrière, quel rôle ils voulaient jouer. Et bon, ils veulent innover. Ça tombe bien, on attend ça d'eux. Et puis, ils veulent contribuer à améliorer la société de façon générale. Et évidemment, l'environnement. Ça ressortait vraiment très nettement sur les deux premiers points. Et donc l'enjeu, Olivier nous en parlait, c'est quoi? C'est une industrie verte, la décarbonisation. Donc il faut s'afficher avec des volontés très très fortes pour attirer ces jeunes-là. Une bonne nouvelle pour les PME ETI, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un jeune ingénieur sur 4 dans l'industrie qui va chercher à travailler dans une grande société. Donc ça ouvre quand même des perspectives pour les plus petites entreprises, moyennes et petites entreprises. Donc je trouvais que c'était les quelques chiffres que je pouvais partager avec vous suite à cette étude. Pas besoin finalement de faire partie d'un grand groupe pour pouvoir faire de l'ingénierie, traiter de la data, l'exploiter et aider justement à aller plus loin. Les PME, les PMI et les ETI ont aussi besoin de vous, messieurs, dames. Je rappelle que si vous souhaitez adresser une question ou une réaction à l'un de nos invités, ou peut-être même à plusieurs, vous pouvez le faire juste ici sous cette vidéo. Et je vois que les questions commencent à arriver. On va les prendre dans un instant. Mais d'abord, Grégoire, on va passer à l'échelon européen avec vous, si vous nous permettez, puisque bien sûr, vous êtes le directeur du bureau de Bari de la BEI, la Banque européenne d'investissement. Il y a un véritable enjeu, on le sait, à mailler les plans de relance européens, chaque plan de relance aussi des États membres, parce que c'est la condition sine qua non de la reprise. Gaëtan nous le disait, visiblement, la reprise, elle est là, on la sent en tout cas au niveau des besoins de recrutement dans les entreprises, et c'est une bonne nouvelle. Un plan de relance à 700 milliards d'euros, excusez-moi, c'est une bonne nouvelle, certes, mais comment est-ce que vous l'utilisez en tant qu'instrument au sein de la BEI? Comment est-ce que vous pilotez ça? Alors bonjour à tous. Il y a peut-être un premier élément sur lequel on peut insister, c'est la capacité de l'Union européenne de réagir dans des temps très courts. On a une crise qui a débuté en mars 2020. Le 21 juillet 2020, soit 3 mois après, vous avez une décision du Conseil européen qui se met d'accord sur un élément qui paraissait encore impossible quelques mois auparavant, qui était la mutualisation de la dette. Or, on a en 3 mois, quelque part, en réaction à une crise, les États membres se sont accordés donc, sur cette avancée européenne très importante qui consiste à lever de la dette de manière commune, donc faire bénéficier les pays qui avaient une notation peut-être la plus basse de la notation des pays qui étaient en position les plus favorables, pour finalement abaisser le coût de la ressource. Et donc on s'accorde sur un plan au mois de juillet de 750 milliards d'euros. Il y a eu ensuite un processus législatif qui est normal puisqu'il fallait entériner cette décision dans chacun des États membres, donc avec chacun des parlements. Et la bonne nouvelle, c'est que nous venons très récemment d'avoir l'ensemble des validations de l'ensemble des parlements des 27 États membres, ce qui autorise la Commission qui va émettre dans les jours qui viennent sa première opération d'émission obligataire pour 10 milliards d'euros, donc qui va venir préparer le travail et préparer les transferts budgétaires qui vont s'opérer. Donc vous avez un plan de relance européen qui va venir cofinancer les différents plans nationaux. Alors en France, on n'a pas attendu le mois d'avril ou le mois de mai et la décision de chacun des parlements pour proposer un plan national. C'est le plan France Relance qui a été présenté par le Premier ministre début septembre et qui porte sur un investissement de 100 milliards d'euros. Une partie de ce plan national sera financée par un transfert budgétaire, donc c'est une subvention de l'Union européenne vers la France. Donc c'est 40 milliards d'euros de l'Union européenne qui va venir cofinancer ce plan national de 100 milliards d'euros. Alors, avant de revenir sur les priorités de ce plan national, cette initiative qui traduit un dynamisme très important de l'Union européenne et surtout une réactivité très forte dans un temps très court face à une crise sans précédent, ce n'était pas le seul instrument. À côté de ce plan de relance, il y a eu des mécanismes très rapides qui ont été mis en place par la Banque centrale européenne, par le mécanisme européen de stabilité qui était l'institution qui a été créée
pour faire face aux potentielles attaques spéculatives sur la dette des États, mais c'était une décision qui avait été prise face à la crise précédente 2008-2010, qui au passage avait mis plus de 3 ans à se créer. Là, on a réagi en 3 mois. Et vous avez la Banque européenne d'investissement, qui est la banque de l'Union européenne, que j'ai l'honneur de représenter ici en France, qui a très rapidement réorienté une partie de ses financements vers le secteur productif, vers les entreprises, mais aussi vers les établissements financiers et bancaires pour pouvoir drainer de la ressource, pour pouvoir drainer l'économie française et éviter ce qu'on a connu en 2008-2010, c'est-à-dire l'arrêt du crédit qui est un frein à l'investissement et qui bloque l'économie sur un certain nombre de mois, voire d'années. Donc on a cherché à éviter cette situation par une réallocation de nos ressources et de nos financements vers l'économie et pour pouvoir continuer à pouvoir prêter aux entreprises par tous les canaux possibles. Concrètement, en France, en 2020, la Banque européenne d'investissement a octroyé le montant record de 10 milliards d'euros, ce qui ne s'était encore jamais vu dans l'histoire de cette institution, qui a été créée par le traité de Rome en 1957. Et donc, c'est un record d'investissement en France, peut-être encore trop méconnu, et c'est le rôle aussi, c'est le mien, c'est le rôle de toutes nos équipes, de aussi faire savoir que l'Union européenne vient aujourd'hui aux côtés d'autres financiers, qu'ils soient publics ou privés. On travaille par exemple très bien avec le groupe Caisse des dépôts, que ce soit la Banque publique d'investissement, Caisse des dépôts, la CDC, mais aussi CDC Habitat, pour pouvoir cofinancer des projets d'envergure portés par des promoteurs publics ou des promoteurs privés. Ces projets doivent avoir une importance ou un impact européen ou pas forcément ? La BEI, dans ses financements, dans ses choix de financement, répond à des priorités de politique publique européenne. Il y en a 4 principalement. Donc vous avez les infrastructures stratégiques, c'est-à-dire le réseau, transport, électricité. Et c'était un petit peu le cœur d'activité historique de l'institution qui a prêté, qui a financé auprès des collectivités territoriales un certain nombre de réseaux, mais aussi auprès de grandes entreprises publiques. Vous avez le financement des PME qui se fait de façon principalement intermédiaire. C'est pour ça que la BEI n'est pas une banque de réseau. Vous n'avez pas de guichet BEI sur l'ensemble des territoires. Et c'est pour ça que l'on fait confiance au maillage des banques commerciales, mais aussi des banques publiques sur l'ensemble des territoires pour pouvoir financer les PME. On le fait avec des outils, des lignes de crédit ou aussi des garanties. Et on travaille aussi avec les fonds d'investissement qui, eux, sont capables d'intervenir en fonds propres auprès des entreprises et d'avoir un réel impact aussi sur la capacité d'endettement des entreprises. Et on travaille aussi en direct avec les entreprises, avec des prêts plus ou moins risqués en fonction de la maturité et du niveau d'investissement. Et donc on a une typologie assez large de clients, partenaires qui bénéficient donc de ces ressources européennes. Et on le disait tout à l'heure avec Yves, avec Olivier aussi Gaëtan, il y a une importance aujourd'hui primordiale et ça tombe bien parce que c'est la baseline, si j'ose dire, de la nouvelle Commission européenne en ce moment, ce Green New Deal. Comment faire aller de pair transition environnementale et transition numérique et reprise donc économique. Là aussi, pour vous, c'est un critère sine qua non pour redonner toute son attractivité à l'industrie européenne ? Tout à fait. Pour nous, c'est un engagement de la compétitivité future de l'entreprise. Ce qui est important, c'est que l'environnement au sens large, la lutte contre le changement climatique était déjà une priorité de l'institution. Nous nous engagions à hauteur de 25% de notre activité dédiée à des projets ayant un impact positif dans la lutte contre le changement climatique. On s'était engagé sur un volume au cours de l'exercice de la COP21 en 2015, mais on a senti, et c'est le reflet aussi des élections au Parlement européen de 2019, que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait accélérer cette transition, accélérer cette transformation. Et c'est le sens de l'engagement, ou en tout cas de la transformation que l'on a proposée à nos actionnaires, qui sont les États membres, de transformer cette banque de l'Union européenne en banque européenne du climat. L'idée étant de pouvoir augmenter nos capacités et nos ressources disponibles pour financer des projets qui s'inscrivaient dans cette transition énergétique. On va doubler notre activité, on va passer de 25 à 50%, ce qui concrètement veut dire près de 30 milliards mobilisés chaque année
pour financer des projets qui ont un impact sur le changement climatique. Et grâce à notre effet catalytique, puisqu'on ne finance jamais seul un projet, on attire avec nous d'autres financiers. Nous aurons une capacité ainsi de pouvoir mobiliser jusqu'à 100 milliards d'euros par an, soit près de 1000 milliards sur la prochaine décennie, en faveur de projets ayant un impact positif dans la lutte contre le changement climatique. Je parle beaucoup de milliards, mais concrètement, c'est quoi? C'est des projets au quotidien, c'est des projets qui touchent l'ensemble des citoyens, que ce soit de la rénovation thermique des bâtiments. On a travaillé avec ce qu'on appelle les sociétés tiers-financement qui, aux côtés des conseils régionaux, donc dans les régions, sur les territoires, proposent des solutions pour les propriétaires de maisons qui sont parfois des passoires thermiques. On travaille aussi sur des technologies innovantes, disruptives, pour plaire à notre président. On a travaillé par exemple aux côtés de la société Voltalis qui offre des solutions pour éviter les pics de consommation par des micro-coupures qui n'ont pas d'impact sur vos appareils, mais sur les chauffe-eau, sur les chauffages, et qui permettent de limiter ces pics de consommation le matin et le soir. Donc on essaye sur toute la chaîne, que ce soit de la production énergétique, la baisse de la consommation, mais aussi des technologies qui vont permettre de moins consommer, mieux consommer. Donc on essaye de financer l'ensemble de ces chaînes pour retrouver ce qui a été évoqué tout à l'heure, une forme d'autonomie stratégique de l'Union européenne. On le voit à l'échelle européenne. L'autre exemple, c'est par exemple sur les batteries électriques. Donc, avoir une stratégie décarbonée, c'est très bien, mais si on s'affranchit du gaz, des importations de gaz ou du pétrole qui venaient peut-être de l'Est, de la Russie, l'idée n'est pas d'avoir une nouvelle dépendance par rapport aux batteries électriques. Quand on voit que les 10 premiers producteurs aujourd'hui de batteries électriques viennent de Chine, de Japon et de Corée, il faut avoir la capacité de produire ensemble, en France et aussi dans d'autres pays. On a financé en Suède l'usine Northvolt, qui a été une des premières usines à développer le Made in Europe de la batterie électrique. En France, à Chasseneuil-du-Poitou, on a financé Forsea Power, qui offre des solutions de batteries électriques et de batteries à hydrogène pour équiper en particulier les bus. Et de l'autre côté de la chaîne, on va accompagner les régions, les territoires, quand elles vont acheter des bus hydrogène, des bus hybrides, pour pouvoir avoir des solutions décarbonées dans les modes de transport collectif. Des solutions décarbonées, mais aussi inventives, plus innovatives que les autres, parce que, notamment aujourd'hui, une des priorités en matière d'hydrogène, c'est d'aller vers de l'hydrogène vert. Avant qu'Yves Gégaud ne nous quitte pour voler au secours du Made in France, je voulais juste reboucler avec vous, Yves, et avec Grégoire, en effet, parce que comment est-ce qu'on peut imaginer un maillage entre les différents échelons ? L'Union européenne d'un côté, la France de l'autre. Le Made in France, ça peut être du Made in Europe aussi ? Oui, d'abord, ce débat prouve au fond toute la complexité française quand même, où à force d'avoir des guichets uniques, on finit par avoir tellement de structures que le chef d'entreprise qui est pris par son quotidien, par sa production, par ses difficultés, quelquefois échappe un peu à ces politiques. C'est un vrai défi, mais au fond, c'est assez structurel. Génétiquement, on est quand même fabriqué pour être complexe. Ça, c'est la première réflexion. La seconde, c'est qu'effectivement, il y a un double échelon et que la proximité est une proximité à la fois nationale, évidemment, mais aussi une proximité européenne. Moi, je pense que face aux défis du monde, un pays, même un grand pays comme la France de 60 millions d'habitants, n'a pas la force, la puissance, y compris la puissance de consommation intérieure, pour être au niveau du choc des continents, et que donc l'Europe est indispensable à construire. Encore faut-il qu'on arrive à construire quelque chose de compréhensible, d'acceptable pour les citoyens, et peut-être la crise a aussi montré l'utilité de beaucoup de choses, mais bien sûr le Made in Europe vient s'ajouter au Made in France. Et d'ailleurs moi, dans mes rêves les plus fous, ce serait d'avoir un drapeau européen sur les Made in des 27 pays d'Europe, c'est d'avoir le double logo, Italie plus Europe, France plus Europe, et de pouvoir montrer comme ça que on incarne des choses qui sont partagées et collectives. C'est vraiment un des enjeux les plus importants des mois et des années qui viennent. C'est vraiment un enjeu de survie de notre modèle. Et c'est vraiment la meilleure antidote contre les populismes. Parce que je pense que ramener de la proximité, ramener de la compréhension des métiers, ramener de l'emploi, qui est quand même le cœur vivant, c'est le moteur, c'est l'essence du moteur national, est quelque chose d'extrêmement important, en rendant les Français et les acteurs de ces changements fiers de ce qu'ils font. Je pense qu'il y a là un vrai défi. Moi, je suis très optimiste et avant de vous quitter, c'est un message d'optimisme que je veux passer. C'est qu'au fond, on a sans doute connu les années difficiles, les années de délocalisation, les années
où partie du capitalisme nous expliquait qu'on n'avait rien compris, qu'au fond tout ce qui était français, traditionnel, que les usines, tout ça était poussiéreux et qu'on allait faire ailleurs. Il y a même un célèbre chef d'entreprise qui expliquait qu'on pouvait inventer l'entreprise sans usine sur ce sujet. Je pense que ce temps-là est terminé, qu'il y a une appropriation aujourd'hui de réalités très différentes et que les acteurs que vous avez invités aujourd'hui en sont le bel exemple. Donc c'est un exemple d'optimisme. Ce ne sera pas simple, hein. C'est jamais simple de prendre les chocs technologiques. Quand j'entendais mon voisin expliquer les mutations technologiques, c'était merveilleux, mais enfin l'arrivée de la robotisation, de la digitalisation, demain de l'exploitation des données, est quelque chose qui a de forts potentiels, mais qui est un vrai changement structurel. Et je pense à tous mes chefs d'entreprise que je vais voir avec beaucoup de bonheur, ils n'ont pas forcément le temps, l'énergie nécessaire, parce qu'ils sont au four, au moulin, à la production, au commerce, à beaucoup de difficultés pour faire cette transformation. Il faut les aider, mais je crois que vous en êtes bien convaincus. Et moi, je voulais vous remercier de m'avoir invité et pour parler de ce qui me préoccupe et de ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire la capacité de notre pays à avoir encore des usines et des ateliers. Merci infiniment Yves. Évidemment, on vous laisse repartir parce que dans un instant, on prend vos questions et vos réactions. Je sais qu'elles sont nombreuses pour nos autres invités. Je voulais juste reboucler justement avec vous, messieurs, avant sur ce que Yves a abordé comme notion. On se disait avant qu'on était dans l'ère de la délocalisation, on entre dans l'ère de la relocalisation et puis surtout, on ne se voit pas la face en matière de défis vis-à-vis de cette industrie 4.0. On parlait tout à l'heure de l'usine avec ses métiers et ses employés. Dans les rêves les plus fous d'avant la pandémie, on parlait même d'usine à un seul employé, le garde de sécurité, si je ne m'abuse, Olivier. Aujourd'hui, finalement, ça veut dire quoi? Qu'on a un regard qui est différent sur cette usine du futur et cette industrie du futur. Ce n'est pas forcément l'usine et l'industrie sans métier et sans talent humain à l'intérieur, au contraire même. Non, moi je dirais que c'est une autre industrie avec des nouveaux métiers, avec un nouveau regard. Clairement, quand je suis arrivé et que je leur ai dit on va être digital, on va être 4.0, certains m'ont regardé avec du tout en disant mais je vais perdre mon job, en fait tu vas mettre un robot à la place. Je dis pas du tout, en fait on va juste changer ton job. On va rendre ton job différent, intéressant en fait. Par contre on va t'accompagner. Et je pense que ce qui est important, c'est d'accompagner aussi. Et le volet, c'est pour ça que je disais, le digital, c'est un volet humain surtout, et avant tout, plus que technologique. C'est les accompagner vers cette transition, vers ces nouveaux métiers. Leurs métiers vont changer, mais ils vont rester dans l'entreprise avec une approche plus différente, plus digitalisée. Et je trouve que ça a une vertu aussi, c'est que ça amène le digital même dans la maison. Alors pour certains, en fait, quand ils arrivent dans l'usine, ils disent « Oula, par rapport à la maison, en fait, j'ai l'impression que c'est l'âge de pierre », notamment les jeunes. Donc le fait d'amener du digital, ça rend l'usine attractive, parce qu'ils disent c'est comme à la maison. Et pour les plus anciens, en fait, ça les rend à l'aise avec le digital. Nous, on avait une personne qui était à 2 ans de la retraite. En fait, quand on lui a dit qu'on allait mettre des tablettes et des écrans tactiles, il nous a regardé avec des yeux tout ronds et il est reparti en disant c'est génial. Finalement, le digital, aujourd'hui, quand je suis avec mes petits-enfants, je me sens super à l'aise. Et donc, du coup, ça a deux vocations, en fait. Et surtout, ça a une vocation première, c'est que ça en fait, fait en sorte que les gens collaborent. Que les gens partagent, en fait, parce que ceux qui étaient plus avancés ont expliqué à ceux qui l'étaient moins, ceux qui étaient plus pragmatiques, et ainsi de suite. Et je trouve que ça a généré vraiment une dynamique très forte, tant et si bien que en fait, cette dynamique de changement, de nouveauté, à la fin, en fait, c'est même plus moi qui l'apportais, elle m'arrivait toute seule, en fait. Et ça, c'est la transition de demain où les gens ont bien compris que leur job, en fait, finalement, c'est limite sans fin, et qu'en fait, on va être dans une phase de se réinventer régulièrement, et que ces nouvelles technologies nous permettent de nous réinventer. Un accélérateur d'acculturation. Et, voilà, et je finirai juste par dire, en fait, ça ouvre aussi le fait de oser. Et quand on parle de transformation digitale, il faut forcer les gens à oser, à se tromper. Il faut être en mode agile, par petits pas, apprendre de ses erreurs, corriger, mais en fait, ces boucles courtes nous permettent en fait d'aller très très vite. Le test and learn mis à l'honneur. Exactement, exactement. Allez, on commence à regarder justement ces questions. Une première pour vous, Gaëtan. Vous évoquiez les problèmes d'attractivité de l'industrie. Comment donner envie aux jeunes de s'y intéresser, surtout lorsqu'il s'agit de PME industrielles, parfois éloignées des métropoles, ce qui peut impliquer un déménagement, un autre rythme de vie, un éloignement de sa famille. C'est vrai qu'on a de nombreux clients qui sont confrontés à cette situation. Alors déjà, je dirais qu'on soit dans l'industrie ou dans d'autres secteurs, aujourd'hui et depuis des années, ce que recherchent, et pas que les jeunes, mais les demandeurs d'emploi, c'est un package salarial, 2, une bonne ambiance au travail, 3, un équilibre
vie privée, vie pro, et 4, des opportunités de carrière. Et là, je ne sors pas ça comme ça, c'est toujours le résultat de notre étude de marque employeur qui est sortie la semaine dernière, donc c'est tout frais. Donc, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Le package salarial, bon, c'est pas toujours évident, hein, on n'a pas tous les mêmes marges. Par contre, les 3 autres, on doit travailler dessus. Et je dirais, on travaille dessus pas tout seul. Tout à l'heure, Olivier parlait ils avaient travaillé en bassin. Ouais. Je crois que c'est très important. Et on oublie souvent cette notion en France. Nos voisins allemands sont beaucoup plus forts que nous. Ils travaillent en Länder. Et ensemble, ils réfléchissent à comment ils travaillent sur place et comment ils exportent même. On est très très loin de ça. Donc je pense, et on le voit à travers nos centres de gestion de compétences, on a créé ces centres de gestion de compétences il y a une petite dizaine d'années maintenant. Ce sont des espèces de hubs qui, sur un bassin d'emploi, vont faire en sorte de fidéliser nos intérimaires. Allonger la durée de carrière, soit à travers l'intérim, les contrats de CDI intérimaires ou être embauché chez nos clients. Et donc c'est finalement un observatoire. Et on se voit que localement, finalement, nous arrivons à associer des clients qui recherchent des compétences et on est plus fort ensemble. On est plus fort ensemble parce qu'on peut co-investir à la fois dans de l'image, dans notre activité, et puis dans l'information, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà mes quelques conseils. Ils sont extrêmement précieux. Une autre question pour vous, Olivier. Oui. Comment, chez Somfy, adaptez-vous les profils que vous recrutez à ce fameux modèle du Lean? Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, donc, on a au sein de Somfy, en fait, comme beaucoup d'entreprises, un modèle de production, donc inspiré du fameux TPS de Toyota. On a le fameux Somfy Production System qui rappelle en fait le cadre générique en fait du Lean. Bien sûr, quand un nouvel arrivant arrive, on les forme à ces nouveaux outils. Donc il y a tout un accompagnement. Et puis après, il y a le terrain. Je pense que la vérité elle est sur le terrain. Donc on les emmène sur le terrain, on leur fait faire un certain nombre de projets et on leur fait toucher du doigt en fait ce que c'est que l'amélioration continue. Qui est le vecteur finalement en fait derrière du digital quoi en fait. Donc je dirais c'est à la fois de la formation, de l'accompagnement et de la mise en pratique sur le terrain. Voilà, c'est très concret. Grégoire, une question pour vous à présent. En tant qu'industriel implanté en région, comment puis-je prétendre à une aide financière dans l'optique de réduire l'impact carbone de mon activité? Alors je suis toujours un petit peu partagé sur le mot aide financière dans le sens où l'Union européenne dispose effectivement d'outils d'accompagnement et le cas dans le France Relance justement aura des outils notamment via l'ADEME ou via la BPI à la fois en financement et aussi en subvention, ce qui sous-tend le mot aide financière. Du côté de la Banque européenne d'investissement, on est dans une démarche d'investissement avec la conviction auprès du chargé du chef d'entreprise que l'investissement qu'il fera aura un impact positif sur sa rentabilité, sur sa compétitivité. Pour vous donner un exemple récent, on vient d'accompagner le groupe Safran, donc secteur aéronautique qui est en crise. Et pas que, il y a une pluralité de métiers. Safran derrière, de très beaux métiers industriels. Des fournisseurs et des partenaires pour réfléchir à l'avion de demain. Ouais. Donc l'idée que l'on a n'est pas de dire on va arrêter de prendre l'avion, l'idée est de trouver des solutions techniques pour trouver un avion qui soit décarboné, un avion de demain qui soit moins polluant. Donc c'est cette stratégie de transformation que l'on accompagne. Et ce qui est intéressant aussi avec un regard européen, c'est qu'on est aussi le révélateur des pratiques qui se font sur l'ensemble du marché européen. Et on conduit à ce titre une étude d'enquête, un sondage auprès des chefs d'entreprise. C'est près de 13 000 entreprises européennes qui sont ainsi sondées chaque année pour essayer de jauger, de mesurer quels sont aujourd'hui les freins aujourd'hui à l'investissement. Alors bien sûr, il y a l'incertitude, puisqu'on est dans un contexte plutôt incertain. En France, nous avions il y a quelques années l'incertitude législative. Cette contrainte semble en tout cas diminuer fortement. Ce n'est plus le sujet. Un des points principaux en termes de contraintes, c'est aujourd'hui clairement le recrutement des compétences adaptées à la stratégie d'investissement. Aujourd'hui, Gaëtan, ça ne donne pas dans l'oreille d'un sourd. Ça rejoint ce que l'on vient de dire depuis une heure. C'est clairement, je suis dans une entreprise en transformation digitale, énergétique. Quelles sont aujourd'hui mes capacités de pouvoir recruter les talents qui vont m'accompagner dans cette transformation? Le sujet de l'accès au financement n'est plus un point principal. Mais ce qui est intéressant aussi dans la philosophie même de l'investissement, c'est que les chefs d'entreprise aujourd'hui révèlent, en tout cas affirment que la transition énergétique a un impact sur leur business plan, enfin sur leur activité.
Et à ce titre, ils témoignent, en tout cas, ils assument qu'ils vont investir dans l'année qui vient sur cette thématique. Donc c'est à la fois le reflet d'une inquiétude, mais aussi un formidable reflet d'investissement et de croissance potentielle qui vont permettre à nos entreprises de gagner en compétitivité sur le marché de demain. Et cette étude, donc, elle vaut pour la France. Est-ce qu'auprès des autres États membres, les chefs d'entreprise ont les mêmes préoccupations ? Il y a des variantes, très clairement. Là, les quelques témoignages que je peux vous faire, c'était côté français. Cette préoccupation dans la transition énergétique, on a vu cette progression en France de l'impact que pouvait avoir le changement climatique sur l'activité des entreprises et donc le souhait derrière d'investir. Ça, c'est vraiment propre à la France et ça, c'est un élément qui se voit très clairement. Un mot là-dessus peut-être, puisque on publie chaque année les résultats d'un baromètre sur la compétitivité croisée entre les industries françaises et allemandes. Et donc on compare depuis quelques années notamment la difficulté exprimée de recrutement. Et c'est la première année que la France passe devant l'Allemagne. Il y avait toujours une difficulté de recrutement côté allemand. Et là, on est à plus de 9 entreprises sur 10 en France qui aujourd'hui, 91%, qui aujourd'hui expriment des difficultés de recrutement et une crainte par rapport à ça. Donc c'est tout à fait avéré. Et puis on trouve aussi dans ces leviers de compétitivité, vous venez de le citer, le fait d'investir, oui, dans l'innovation, mais dans le décarboné, dans l'environnement. Absolument. On prend une dernière question pour Olivier et ensuite je vous demanderai, messieurs, d'affiner vos takeaways pour cette discussion. Alors Olivier, la France industrielle a-t-elle la capacité ou même les réservoirs de compétences pour rester compétitive face à la transformation digitale ? Moi je pense que oui, je suis plutôt optimiste. Pour deux raisons. Je pense que déjà en fait les différentes formations en fait, sont bonnes, clairement. Mais comme il y a tout à construire, en fait, il y a tout à apprendre, il y a tout à faire. Et clairement, quand on s'est lancé dans le digital en 2014, on a appris en fonction et en avançant, quoi. Et ça va vite. Donc je pense qu'il faut être curieux, il faut tester and learn, on disait tout à l'heure. Il faut oser. Et surtout, en fait, comme disait Gaëtan, je pense qu'il faut savoir s'ouvrir, en fait. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec le monde des startups, avec le monde de la tech. Et c'est comme ça en fait qu'on réussira parce que en fait tout seul c'est pas possible. Et pour réaliser cette transformation-là, il faut aller chercher en fait les compétences là où elles sont. Et on a un vrai vivier, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsqu'on a été labellisé vitrine industrie du futur, en fait, c'est vrai que tout à l'heure on disait en fait la fierté des gens. Je pense que quand on a ramené ce label dans l'usine, c'est comme si on avait ramené la Coupe du Monde en fait d'une certaine manière. En plus, c'était en 2018, donc vraiment, il y avait une vraie fierté d'avoir participé à cette transformation-là. Mais je pense que si on l'a réussi, c'est parce qu'on est allé chercher les compétences en fait, dans le monde qui nous entourait. On avait les idées et on est allé les chercher à l'extérieur également. Et on s'est aussi inspiré d'autres. Donc c'est pour ça que moi, je pars du principe que partager notre expérience, elle est importante. Parce que si on est arrivé là, c'est qu'on a entendu des histoires inspirantes qui nous ont nous-mêmes inspirés. Donc la transformation digitale, c'est aussi partager. C'est gérer à savoir cet écosystème-là. Et les compétences, on les a. En fait, après, il faut juste oser, quoi. Le partage, la collaboration, le faire ensemble, le produire et le construire et le penser ensemble, la bienveillance, j'ai presque l'impression d'être sur une émission de wellness ou de thérapie, si j'ose dire. Qu'est-ce que justement vous retiendrez, messieurs, de cette discussion ? Parce qu'on a évoqué beaucoup de sujets. Finalement, moi j'ai l'impression que ce qui nous raccroche à cette discussion, c'est le fait de se dire que les métiers de l'industrie de demain, ils sont tangibles, ils sont là. Il suffit juste de glamouriser un petit peu la chose pour rendre tout ça possible. Pas que. D'accord. Non, parce que je pense qu'évidemment, on a beaucoup parlé d'investissement dans l'attractivité, de donner envie. On voit qu'on a de beaux exemples et on a besoin d'exemples. Et merci de venir raconter ces histoires, parce que ça, c'est le côté donner envie. J'évoquais tout à l'heure ce qu'on devait faire aux côtés de certains métiers. On a la chance d'avoir des investissements. Ouais. Je ne veux pas faire de politique, mais on a eu la chance d'être aidés. Toutes et tous, là, ces dernières années, de façon extraordinaire. On vit quand même dans un pays... Donc on a finalement, je dirais, ce qu'il nous faut. Maintenant, on a démarré, et Yves Gégaud en parlait tout à l'heure, on a démarré quelque chose, on est en phase de transition, on voit qu'on peut y arriver. Et si je reviens sur ce fameux baromètre, on voit d'ailleurs que la confiance, elle commence à être là. Ouais. Ça, c'est nouveau. On n'avait pas confiance en nous. Et je vais encore comparer par rapport à nos amis allemands, mais on est tout le temps en train de le faire. Et ils ont encore plus confiance que nous quand ils se regardent dans le miroir. Mais chaque année, on grignote. Et on commence à leur faire peur. Parce que justement, en termes d'innovation, en termes d'environnement,
on est en train d'avancer très 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 vite. Avoir confiance en nous, confiance en l'industrie de demain pour justement faire monter en compétences ces métiers et aller chercher ces talents. Merci infiniment pour cette conclusion toute trouvée, Gaëtan. Merci Grégoire, merci Olivier, merci à Yves Gigot qui nous a quittés. Et merci à vous, là derrière votre écran, pour vos réactions, vos questions et nous avoir suivis tout au long de ce live. 20 visions pour 2030, je le rappelle, c'est le livre blanc. Vous merci pouvez vous à vous Marjorie, et puis j'en profite pour remercier tous les collègues, les collègues qui sont peut-être derrière les écrans, s'ils ont pu prendre quelques minutes, je sais qu'ils ont un travail très chargé. Et puis encore une fois, merci à nos clients qui sont avec nous, merci pour votre collaboration et à très très vite physiquement, j'espère. Absolument, on espère tous pour un prochain webinaire, peut-être en présentiel, qui sait.